brightest day. I'm determined to beat you at this game. I'm Batman. Buddha. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien le bonjour les Anxieuses, et on se retrouve aujourd'hui pour parler, encore une fois, probablement la dernière fois, de Batman Terre 1. Une saga que j'apprécie beaucoup et dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, notamment à travers des lives. On avait classé aussi les 2 premiers tomes avec le pote Anto dans la grande tier list des comics d'ici. Vous savez, ce fil rouge qui revient tous les ans au mois d'août généralement. Bref, Batman Terre 1, c'est pas nouveau. J'avais lu les 2 premiers tomes en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et il y a eu un tel écart entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3, qui est le tout dernier, finalement, que j'ai perdu un peu la hype entre-temps. Et du coup, quand le tome 3 est sorti en 2022, je n'ai fait que l'acheter, parce que je savais que je le voulais à tout prix. Voilà, je n'ai fait que l'acheter, le placer au-dessus de ma palle, sans jamais y toucher, parce que je savais qu'il fallait que je relise les 2 premiers tomes pour me replonger pleinement dans l'ambiance et dans cet univers. Et du coup, j'avais un peu la flemme. Mais là, en ce moment, j'ai décidé d'attaquer sérieusement ma palle. Du coup, ça permet de faire la vidéo référence sur la chaîne, parce qu'il n'y a pas de vidéo dédiée à cette saga. Geoff Johns au scénario, Gary Frank au dessin. Le délire des sagas Earth One, c'était de redéfinir, à l'époque des New 52, et hors continuité, les personnages principaux, les personnages majeurs de l'univers d'ici. Il y a eu Wonder Woman, il y a eu Superman, il y a eu Batman, il y a eu également les Teen Titans, il y a eu Green Lantern. Voilà, et malheureusement, on n'aura jamais le Aquaman de Francis Manapoul ou le Flash de Straczynski qui était prévu à la base, et ça me fait grand mal au cœur. Mais voilà, au moins on a eu le principal, on va dire. Et donc voilà, l'idée c'était d'offrir à ces personnages principaux des aventures solo. J'ai presque envie de dire one shot, même si c'est pas vraiment one shot parce que c'est en plusieurs chapitres à chaque fois, mais déconnectés, complètement déconnectés. Alors on peut s'imaginer que tous les personnages de Terre 1 sont sur la même planète, mais il n'y a rien qui le suggère en fait. Quand on regarde bien, la Wonder Woman de Terre 1 ne parle pas à une seule seconde, ou n'entend même pas parler de Superman de Terre 1, etc., etc. En fait. Donc on peut s'imaginer que les personnages sont connectés sur Terre 1, tout comme on peut s'imaginer qu'il s'agit vraiment d'histoires et de planètes à part entière. Et c'est ce que je préfère pour le coup, parce que j'en ai marre qu'on veuille à chaque fois tout interconnecter, ça me saoule en fait. Et la saga Terre 1, pour moi, c'est une parfaite réussite concernant tous les personnages. Vraiment, j'ai apprécié tout ce que j'ai lu. Un petit peu déçu sur le tome 2 de Wonder Woman. D'ailleurs, j'ai le tome 3 aussi dans ma palle, donc il faudra que je me remette dans Wonder Woman Terre 1 pour finir tout ça. Mais de ce que j'ai pu lire sur la gamme Terre 1, c'est du très bon. C'est du très bon, et je pense qu'une des clés de la réussite de cette saga, c'est justement qu'elle propose des histoires qui soient complètement décorrélées. Ça laisse la part belle à l'imagination des auteurs. En plus, on a des grands noms, hein. On a Grant Morrison, même si j'apprécie pas forcément l'auteur, force est de constater qu'il s'agit quand même d'un grand du comics. Donc on a Grant Morrison et Yannick Paquette sur Wonder Woman, on a Ardian Syaf, c'était je crois, et l'excellent Straczynski sur Superman, Geoff Johns, Gary Frank sur Batman, enfin bref, il y a du très très haut level. Et l'idée, à la base, chez DC Comics, c'était d'épouser un petit peu un format à la franco-belge, en fait, avec de très beaux albums, des parutions extrêmement espacées dans le temps, beaucoup plus rares, et d'offrir vraiment des aventures mémorables, en fait. Et je pense que c'est réussi de ce point de vue-là. L'idée, c'est vraiment de chambouler un petit peu le personnage et l'univers qui est attaché à ce personnage, mais sans rien révolutionner non plus. Voilà, on va se permettre quelques petites libertés vis-à-vis de certains persos, certains traits de caractérisation, mais voilà, dans l'ensemble, les univers que ça adapte sont parfaitement respectés. C'est ça que j'aime beaucoup avec Batman Terre 1, c'est qu'on fait du moderne tout en rendant hommage à ce qui existait déjà. Voilà. Et en permettant aux lecteurs aguerris, eh bien, de redécouvrir certaines facettes, soit oubliées, soit jamais vraiment explorées, de certains personnages. Mais comme vous pouvez le constater sur cette magnifique pleine page représentant Cobblepot, l'essence des personnages est parfaitement respectée. Concernant Batman Terre 1, donc évidemment l'assassinat d'Ewayne à Crime Alley, et puis on va avoir un Bruce Wayne qui va être pris en main par Alfred. Donc Alfred qui n'a absolument plus rien à voir avec le majordome qu'on connaissait, vous savez, qui avait ce style très guindé, qui était assez âgé généralement,
qui passait son temps à préparer le thé, à vous voyez Wayne et aussi à l'épauler. D'un point de vue assez psychologique en fait, tu vois, Alfred c'est le soutien psychologique de Batman, là où Barbara Gordon c'est plutôt le soutien informatique. C'est un peu son père de substitution, son papa adoptif, et c'est pour cette raison qu'il avait ce rôle dans la Bat Family. Et donc du coup là on redécouvre Alfred sous un jour nouveau. Déjà il est beaucoup plus jeune, on imagine qu'il a une cinquantaine d'années, peut-être 60, mais guère plus. Ancien des forces spéciales, ancien commando, quelqu'un qui a beaucoup bourlingué au cours de sa vie, qui connaît les rudiments des arts martiaux et de la survie et qui va les enseigner à Bruce après que ce dernier ait perdu ses parents et se retrouve orphelin. Voilà. Donc c'est ici Alfred qui a tout appris à Bruce Wayne. Alors là déjà on met le point sur un détail avec lequel j'ai un petit peu de mal concernant cette version de Batman. Et en fait ça va être marrant parce que les défauts que je vais citer, enfin les défauts, c'est pas des défauts en fait, c'est juste que je les considère comme des défauts. Il y a certains aspects en fait qui sont très très proches de ce qui a été fait sur le The Batman de Matt Reeves, avec lesquels j'ai du mal. Et en fait les critiques que je vais émettre à leur encontre sur Batman Terre 1 sont des critiques que je pourrais également émettre sur le Batman de Matt Reeves. Ce Bruce Wayne, il n'a été entraîné au cours de sa vie que par Alfred, et déjà ça me pose problème. Parce que je veux bien qu'Alfred, le mec soit un cador en tout, je veux bien que le mec soit extrêmement expérimenté et très très balèze. Le problème, c'est que pour moi, c'est pas suffisant d'avoir un seul entraîneur quand tu es Batman. En fait. Pour devenir Batman, il faut plus qu'un seul entraîneur, faut plusieurs mentors. Faut plusieurs mentors, faut vraiment un spécialiste de la survie en environnement hostile, faut vraiment un spécialiste de tous les arts martiaux que tu décides d'expérimenter, faut un spécialiste de la chimie moléculaire, faut un spécialiste de l'anatomie humaine, faut un spécialiste de la botanique également. Batman c'est tout ça, hein. Un spécialiste des langues anciennes. Il a des super pouvoirs Batman, faut le dire, voilà. Généralement les gens pensent que Batman c'est juste un simple humain. Non, je pense que Batman c'est vraiment un mutant, qu'il a de vrais super pouvoirs. C'est juste que sa grande force à lui c'est de les cacher et de faire en sorte de se faire passer pour un humain. Mais pour moi Batman a des super pouvoirs. C'est pas possible de faire tout ce qu'il a fait en une seule vie sans avoir un cerveau surdéveloppé ou ce genre de choses, quoi. Ou même des facultés physiques hors normes. Bref, ceci est un autre débat. Toujours est-il que j'ai du mal à y croire moi, à un Batman qui n'a été entraîné que par un seul mec, parce que du coup ça limite en fait ses capacités, ça limite ce qu'il peut apprendre. Donc déjà ça m'embête un petit peu, et du coup on a un Batman qui est assez inexpérimenté, qui commence sa carrière directement dans le costume. Et là aussi ça me pose problème, parce que comme vous pouvez le constater sur ce début d'aventure, eh ben, il est équipé de matériel qui n'est pas forcément au point. Ici, son grappin s'en mêle complètement. Enfin voilà, il a du matériel qui est défaillant parce qu'il n'a pas encore eu vraiment le temps de l'expérimenter sur le terrain. Là, il le fait. Lui-même n'est pas encore hyper skillé. Là, il manque de se casser le cou en sautant d'un toit à un autre. Parce que ce sont ses premières pérégrinations en tant que Batman sous le masque et avec ce costume. Et là, déjà, j'ai un problème. Et c'est exactement le même problème que j'ai sur le Batman de Matt Reeves, justement. C'est que je trouve pas ça logique que le mec prenne le risque de désacraliser le symbole qu'il va représenter sur les prochaines décennies en sortant avec son costume sans être au point. Pour moi, Batman, quand il sort avec son costume la première fois, il doit être au point. Tout doit être acquis. C'est le cas dans Batman Begins. Batman Begins, pour moi, c'est une des meilleures origin stories parce que justement, j'estime qu'à ce niveau-là, Nolan a tout compris. Lorsque Bruce Wayne n'est pas encore totalement sûr de lui, quand il ne connaît pas encore ses adversaires, pas forcément bien sa ville, et pas encore ses limites non plus, il sort habillé en espèce de ninja, il a un collant sur la tête, une cagoule, voilà, c'est pas encore Batman, il n'a pas encore revêtu l'armure, le costume symbolique qu'il va revêtir sur toute sa carrière qui va suivre. Et là, c'est justement ce qu'il fait malheureusement. C'est-à-dire qu'on a un Batman en tenue de Batman qui finit dans les poubelles. Donc là, t'imagines que la concierge du quartier, elle a vu ça. L'autre, elle est à sa fenêtre, la vieille, tu sais, elle est en train d'aller se servir une canette de bière dans le frigo. Et là, elle entend brum, 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 brum. Et là, elle ouvre sa fenêtre et qu'est-ce qui se passe? Il y a Batman dans les poubelles. Donc t'imagines l'image qu'elle va garder de Batman jusqu'à la fin de sa vie, la vieille.
Et dans le film The Batman, t'as un peu le même genre de problème, quoi. Le mec, il va toquer aux portes des boîtes de nuit plutôt que de passer par le toit ou de faire un truc d'éther. Le mec va directement toquer à la porte de la boîte de nuit comme n'importe quel clampin. Donc t'imagines les deux vigiles qui lui ouvrent et qui voient Batman qui est en train de toquer à la porte, mais pour qui ils vont le prendre? Pour qui ils vont le prendre? Le mec a sali son image parce qu'il a accepté trop tôt d'enfiler son costume alors que lui n'était pas au point. Et ça, c'est vraiment un gros problème que j'ai avec le Batman Earth One de Geoff Johns. Ce Batman, il va donc enquêter sur le meurtre de ses parents. Alors on est bien des années après le meurtre des Wayne, hein, mais c'est juste que maintenant, vu qu'il a grandi et qu'il a les capacités techniques et logistiques pour le faire, et il va pas se gêner. Voilà. D'autant plus qu'il y a plein de petits éléments qui vont le remettre malgré lui sur la piste du tueur. Donc en fait, il va réouvrir l'enquête qui avait été classée sans suite. Je peux pas trop vous en dire plus sur le scénario si jamais vous l'avez pas encore lu, mais c'est absolument génial. Et puis c'est Gary Frank au dessin. Gary Frank, c'est incroyable. Tout est parfaitement juste, tout est au carré, quoi. Il y a rien qui dépasse. Les traits des visages, les expressions faciales, complètement ouf. Le mec est très très fort. Je pense que la grande force de Gary Frank, c'est surtout en fait les émotions qu'il arrive à faire passer dans le regard de ses personnages. Les yeux. Chez Gary Frank, c'est vraiment un élément qui me trouble à chaque fois. Les yeux sont retranscrits avec une justesse et un réalisme sans pareil. Mais déjà, je l'avais trouvé bluffant sur Shazam. Vous savez, le Shazam New 52, donc c'est par le même couple d'artistes. Le Shazam adulte avait exactement le même regard et les mêmes airs que le Billy Batson enfant. C'était incroyable, ce que n'a pas du tout réussi à faire le film, par exemple. Tu vois, dans le film, tu comprends que ce sont clairement deux personnages bien différents, tant bien physiquement que dans leur écriture, que dans leur caractérisation. Mais alors là, dans le comics Shazam, vraiment, Billy Batson, et il y a des pages où c'est bluffant, ils ont absolument le même regard, les mêmes airs, et ça, c'est une grande force de Gary Frank, tout comme son Superman aussi, auquel il avait prêté les traits de Christopher Reeves. Enfin, l'illusion fonctionnait du feu de Dieu. Donc Gary Frank, c'est un master, je veux dire, il n'y a rien à... Regardez-moi cette double page, regardez-moi cette brutalité, ce dynamisme-là, bam. Moi, il y a une case qui m'a marqué. On est sur la scène du meurtre des Wayne, en fait. Les cadavres sont encore chauds dans la ruelle du crime. Les flics arrivent sur place et là, il y a un des flics qui demande à un autre si le jeune Bruce Wayne a assisté en direct à la mort de ses parents, quoi, s'il a vu le coup de feu partir. Et en fait, la casse que je vais vous montrer, elle est muette. On voit le jeune Bruce qui sort de la ruelle, complètement traumatisé. Regardez le regard qu'il a à ce moment-là. Regardez, tout est là. Tout est là, dans son regard. Il a les yeux écarquillés et pourtant, le regard est vide, glaçant. C'est incroyable, avec la pluie qui ruisselle sur son visage. Enfin, ouais, c'est Gary Frank, c'est à couper le souffle, vraiment. J'en rajoute pas, c'est juste sublime. Et puis, la grande force de Geoff Johns, c'est comme j'expliquais, c'est de ramener des personnages qu'on connaît tous, qu'on pensait connaître, et puis nous en faire explorer d'autres aspects. Je pense notamment à Double Face. Ce qui fait de Double Face, c'est incroyable. C'est culotté, c'est ingénieux et je peux pas trop en dire, c'est compliqué. Il y a un côté un peu psychose, vous savez, Alfred Hitchcock avec Norman Bates, là, il y a vraiment ce côté-là où on exploite à 100% la maladie mentale de Harvey Dent, à savoir la schizophrénie. On l'exploite à 100% et c'est magistral. Le deuxième tome marque l'arrivée de deux personnages que j'aime énormément. Selina Kyle alias Catwoman. Pour le coup, que je préfère largement Selina Kyle qu'en Catwoman. C'est-à-dire que dans le tome 2, on ne l'a que en Selina Kyle. Elle est magnifique. Et c'est un petit peu spoilé que de vous dire ça, mais c'est vrai que quand elle apparaît, on ne sait pas forcément que c'est elle. On va l'apprendre un petit peu plus tard dans l'histoire. Et elle est belle. Elle a un côté un peu fougueux, un peu sauvage. Pour moi, le personnage est parfaitement compris. Le problème que j'ai, c'est quand il l'a fait revenir dans le tome 3 en Catwoman, cette fois-ci, et non pas en tant que Selina Kyle, mais en tant que Catwoman, avec un costume, je vais vous montrer ça après. Là, j'essaie de vous retrouver Selina Kyle, bordel de merde, j'ai tourné toutes les pages, je ne l'ai pas trouvé, comment ça se passe? Bah écoutez, on va montrer celle-là, et puis c'est tout, voilà. Regardez-moi ça. Tout est là, le personnage, voilà, en une seule planche, tout le personnage est là.
Les billets, le côté félin où tu sais, elle s'étire comme ça avec son chat à côté, les nounours, enfin les peluches en chat, voilà, c'est Catwoman. Et puis ce regard un peu coquin là. Là où j'ai plus de mal, c'est dans le tome 3 quand on la voit vraiment avec le costume, parce que là, bon, c'est d'un mauvais goût absolu, je trouve. Autant, voilà, je peux reconnaître toutes les qualités du monde à Geoff Jones et à Gary Frank, mais alors là, pour le coup, le costume de Catwoman, j'ai envie de dire non. Je dirais non. Ouais, je suis un grand fan du personnage, vous le savez, donc ça me fait un petit peu mal de la voir habillée comme une gamine de 12 ans qui a fêté Halloween avec sa tenue Hello Kitty, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, évidemment, la rêve des couleurs, je l'ai, le violet et le noir, voilà, c'est les deux couleurs qui ont été portées traditionnellement par Catwoman, quoique manque un petit peu de vert à ce moment-là. Si on voulait vraiment faire une référence aux couleurs portées par Catwoman à travers son histoire, manquerait le vert, parce que le vert, c'est vrai que ça a été assez prédominant pendant les années 40 et 50, je crois, de mémoire. Mais ouais, pour le coup, voilà, effectivement, Catwoman a été habillée en violet pendant une époque, le noir maintenant. Donc je vois le délire. Et puis le côté rayé, pour rappeler aussi le chat du Cheshire. Le chat d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, je vois pas. Parce que très clairement, c'est ce qu'on nous explique. Hein. Elle s'habille en référence au Cheshire Cat. C'est clairement dit noir sur blanc dans le bouquin. Mais le Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles et Catwoman, quel rapport finalement? Après, au niveau caractérisation, c'est parfaitement respecté. Il y a toujours ce jeu du chat et de la souris qui s'installe entre elle et Batman, vous savez, fuis-moi je te suis-moi je te suis, voilà. Elle n'a Dieu que pour les beaux diamants et les billets verts. Donc à ce niveau-là, le personnage est parfaitement respecté. C'est juste son costume qui passe pas, quoi. Donc plus que le sac à dos, pas de patrouille, on est bon, quoi. Alors là, j'ai Double Face sous les yeux. Je peux pas vous parler davantage de Double Face parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore lu le tome 3. Parce que c'est vrai que le tome 3, il est pas si vieux que ça, il date de 2022. Donc il y a peut-être des gens qui, comme moi, ont lu les deux premiers tomes il y a fort longtemps et qui ont un petit peu eu la flemme de les relire et donc du coup qui ont le tome 3 en attente quelque part. Donc j'ai pas envie de leur spoiler le délire. Mais la double face dans le tome 3, putain, mais c'est incroyable, quoi. Bah déjà, il était teasé à la fin du tome 2. Et pour le coup, le personnage tient parfaitement ses promesses. Peut-être même plus que ce que j'espérais, en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc de dingue et Geoff Jones m'a offert ce qui allait encore au-dessus. Enfin, à ce niveau-là, de toute manière, Geoff Jones, c'est très clairement mon scénariste préféré. Je ne suis pas très original quand je dis des trucs comme ça. Je le sais, c'est le scénariste préféré de tout le monde, mais c'est peut-être aussi pour une bonne raison, quoi. Là, comment le mec s'approprie l'univers de Batman pour le repolir, tu vois. Il prend un diamant, il le repolit, le retravaille un petit peu et il te le redonne. Et c'est incroyable, le mec arrive à te bluffer, à te surprendre avec des choses que tu pensais avoir poncé jusqu'à l'os. Et ben non, le mec il arrive toujours à te surprendre, c'est génial. Petit bémol, puisque rien n'est parfait dans ce bas monde, malheureusement, c'est la fin du tome 3 que je trouve peut-être un petit peu trop expédié. Dans le sens où on nous promet une énorme guerre des gangs, sans trop rentrer dans les détails, on nous promet une énorme guerre des gangs cataclysmique en plein Gotham. On n'en voit pas grand chose et Batman ne s'y trouve pas à ce moment-là. En fait, lui, il gère d'autres affaires d'un autre côté et du coup, on voit peut-être pas suffisamment Batman dans l'action à ce moment-là, quoi. Et cette fameuse guerre des gangs, on ne sait pas trop comment elle est désamorcée finalement. Enfin, si on le sait, mais pour moi, l'explication ne suffit pas. Voilà. J'en attendais un petit peu plus. J'aurais voulu voir vraiment les habitants de Gotham s'entre-déchirer et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, aussi bien dans les comics qu'au cinéma d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on nous avait aussi promis à la fin de Batman Begins, mais pareil, ce n'est que survolé, cette histoire un peu de guerre civile en plein milieu de Gotham. C'est malheureusement toujours un peu bâclé ce délire et ça l'est aussi dans le tome 3. C'était censé être le grand final de la saga et à ce niveau-là, ça tombe un petit peu à l'eau. Mon préféré, même si c'est un peu con de dire ça parce que c'est une saga... pour moi qui est d'un seul tenant, quoi. C'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est toujours con. Quel est ton Seigneur des Anneaux préféré? T'en dis un parce qu'il faut bien répondre, tu vois. Donc moi je te dirais le 2. Bah là c'est pareil, je te dirais bien le tome 2 mon préféré. Mais après, moi quand je lis le tome 2, j'ai envie de lire le 1 et le 3 qui vient après, quoi, très clairement. Donc c'est pas facile à dissocier, c'est même impossible à dissocier. Bon alors le tome 2, c'est mon petit chouchou quand même dans l'histoire. Parce que l'homme mystère, vous savez que l'homme mystère, c'est mon super vilain préféré dans le Batverse. Il y a un côté un peu réaliste dans son Batman Terre 1 Jones. Hein, vraiment, d'ailleurs, on peut le voir. On voit les yeux du Batman. C'est pas des lentilles. Putain, je viens de corner les pages. Là, je suis dégoûté de ma vie. Alors là, j'ai envie de me pendre. Je viens de corner les pages en vous montrant le délire. Bref. On voit les yeux du Batman. Comme dans les films. Il n'y a pas de lentilles blanches comme on a généralement dans les comics ou dans les animés. Parce que
je pense que le réalisme était un des leitmotifs de Jones sur cette écriture. On le ressent avec ce Batman qui, comme j'expliquais, essuie pas mal de plâtre en début d'aventure parce qu'il n'est pas suffisamment au point. Donc il y a vraiment ce côté un peu réaliste à la Nolan, mais lui, il arrive quand même mieux à développer le Batverse en fait, tu vois. C'est-à-dire que dans son univers, à Jones, il y a un Killer Croc dans les égouts, il y a un gueule d'argile quelque part en liberté. Donc il y a des êtres avec des pouvoirs surnaturels, ou avec des capacités hors normes, qui font qu'on n'est pas totalement dans un univers ultra réaliste à la Nolan. Mais c'est pas non plus un Killer Croc qui fait 2,50 m de haut, c'est pas non plus, quand je te parle de gueule d'argile, c'est pas non plus le gros tas de boue auquel on pourrait s'attendre quand on a joué à la saga des Batman Arkham par exemple. C'est pas le gueule d'argile des dessins animés, très clairement, qui se transforme en gros monstre de glaise. Il y a un côté beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, mais pas totalement réaliste. Et c'est ça que j'adore, c'est toujours ce parfait équilibre que trouve Geoff Jones ici. Et il le fait parfaitement avec l'homme mystère. L'homme mystère, c'est un psychopathe qui pose des bombes et des devinettes un peu partout. Et c'est très clairement ce qu'il est ici. Mais on épouse complètement l'iconographie du personnage. Alors je vais essayer de vous le trouver. Ça va encore être le bordel. Déjà dans son QG, il y a un côté un peu Batman Arkham Origins pour ceux qui ont joué au meilleur jeu de la licence. Ouais. C'est pas du troll, hein. Batman Arkham Origins c'est pour moi le meilleur jeu de la licence. Bah tiens, on le voit mieux ici. Tu vois, rien que le repère de l'homme mystère. Avec tous ces articles de presse découpés, collés au mur, des écrans un peu partout pour surveiller la ville, des points d'interrogation omniprésents, quoi. Le mec, il est vraiment dans un trip perso assez flippant. Et il y a une pleine page où on le voit. Est-ce que je vous garderai pas la surprise si jamais? Oh, puis merde, hein, je pars du principe que tout le monde a lu Batman Terre 1, vous n'allez pas me casser les couilles. Au moins le volume 2. Peut-être pas le volume 3, mais au moins le volume 2. Alors, est-ce qu'on va le voir, ce putain d'homme mystère? C'est une misère pour trouver les gens dans ce bouquin-là. Alors, vous n'allez pas le croire, mais j'arrive pas à trouver l'homme mystère. En fait, il y a une pleine page sur laquelle on le voit parfaitement. Il est allongé dans mes souvenirs. Et on voit qu'il voilà, il est habillé en vert, vert et violet. Je vais vous montrer celle-là, du coup, à défaut de trouver l'autre. Regardez là. Ça, c'est iconique, parce qu'en fait, la silhouette suffit à représenter le personnage. On sait juste par la silhouette de quel personnage il s'agit. Le petit chapeau melon, le point d'interrogation, voilà. Donc l'iconographie est parfaitement respectée. On n'est pas dans un truc genre, nous on se voulait réaliste, donc on a décidé de l'habiller comme un testeur Covid, tu vois, donc une fois de plus un petit clin d'œil à Matt Reeves, là. C'est ça Batman, bordel. Vieille ville européenne crasseuse, avec des gargouilles, des cathédrales et des bâtiments en pierre qui s'effritent, et qui côtoie des buildings à l'américaine en verre beaucoup plus modernes. Des personnages que tu peux trouver dans n'importe quel polar des années 30, tu sais, des mecs avec des redingotes, des chapeaux, des mitrailleuses avec le barillet en tambour, des gangsters, des gens comme vous et moi, des gens normaux, et au milieu, de temps en temps, un clown habillé en violet, qui pose du C4 dans le métro. Un mec habillé avec sa queue de pie verte et des points d'interrogation partout et qui pose des devinettes. Là, on a un homme mystère qui est plus létal que jamais, c'est-à-dire que le mec il fait péter des ascenseurs avec 10 personnes dedans. Il fait péter des rames de métro avec 200 personnes à bord. Mais c'est ça qu'on a envie de voir, bordel de merde. On a envie que les super vilains fassent des trucs d'éther et défoncent des têtes. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie de voir ça, sinon il n'y a pas intérêt à suivre une aventure de super-héros. Là, on y va pleinement. Il y a même des enfants qui meurent. Bah oui, quand tu fais péter un pain de C4 dans une station de métro, t'as pas que des gens au-dessus de 40 ans. Hein. T'as toutes les couches de la population qui sont représentées. On a envie d'avoir des super vilains de cet acabit. Au cinéma aussi, bordel. Donc ouais, l'homme mystère parfaitement traité. J'ai rien à redire, franchement. Il y a même une petite spécificité qui est propre à cet homme mystère de Terre 1 qu'on n'a pas généralement sur l'homme mystère un peu plus classique. Vous savez que l'homme mystère, c'est une tête qui est persuadé être le cerveau le plus brillant de tout Gotham et qui aime bien s'attaquer à Batman parce qu'en fait il sait au fond de lui que Batman est plus intelligent que lui. Et en fait ça le chafouine. Mais l'homme mystère c'est quand même quelqu'un de très réglo. En fait il est tellement pris dans son jeu que lorsqu'il soumet une devinette à quelqu'un et que cette personne trouve la réponse de la devinette, et il s'avoue vaincu. Justement en fait toute la personnalité de l'homme mystère c'est de se dire j'ai perdu parce que le mec a répondu à ma devinette, donc il faut que ma prochaine devinette soit encore plus pointilleuse, tu vois. C'est ça pour moi l'homme mystère. Et là, Geoff Jones gomme cette partie de personnalité pour en faire quelqu'un de finalement de mauvais joueur. C'est-à-dire que même lorsqu'il perd, il fait péter une bombe. Voilà. Il s'avoue jamais vaincu en fait, parce qu'il a un but bien précis
et qu'il parvient parfaitement à cacher. Jusqu'à ce que Batman ne découvre le poteau rose, évidemment, à ce sujet. Bref, Batman Terrain, c'est génial, c'était un super voyage dans Gotham City, avec un côté à la fois réaliste, certes, mais pas trop, ça prend jamais vraiment le dessus. On y croit encore à ce Batverse. Voilà, Oswald Cobblepot qui est vraiment fringué comme un putain de pingouin, il a vraiment, avec son nez aquilin, bref, il a vraiment le physique du pingouin. L'homme mystère, pareil, Catwoman, vous avez remarqué, bon, Catwoman, j'aime pas forcément le costume, mais là au moins elle a un costume. Voilà, là au moins Catwoman elle a un costume, elle a pas juste un passe-montagne qui habille quoi. Donc pour moi c'est ça qu'on devrait adapter au cinéma. Matt Reeves il a adapté Terre 1, mais il l'a rendu encore plus. En fait, Matt Reeves il a adapté Terre 1, mais avec une sauce de Nolan par-dessus. Donc là c'était trop de réalisme, tu es le Batverse quoi. Trop de réalisme, tu es le Batverse. Pour moi, il y a juste à adapter ça et tu as une putain de trilogie parfaite. Avec les meilleurs persos ever du Batverse, l'homme mystère, le pingouin, double face, et il y a James Gordon évidemment, et Catwoman. Et on a une trilogie de très très haute qualité sur Batman sans Joker. Donc rien que pour ça, en fait, ça mérite d'être lu. Voilà. Merci, Geoff Johns. Parce que ça aurait pu être la facilité de vouloir redéfinir un nouveau Joker. Et en fait, non, il n'est pas tombé dans ce piège-là. Il allait chercher d'autres personnages du Batverse. Et ce qu'il en a fait, c'est absolument fabuleux. Batman Terre 1, c'est un grand classique. C'est probablement le meilleur de la gamme Terre 1 d'ailleurs. Et vraiment, je le conseille à tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu, si ça peut exister. Je suis désolé pour ceux que j'aurais spoilé dans cette vidéo. D'ailleurs, ce n'était pas forcément le but. C'est peut-être pour moi le plus grand regret sur la gamme Terre 1, c'est que ça n'aura pas de suite, quoi. Toutes les histoires étaient prévues pour se faire en 3 chapitres, 3 tomes. Et malheureusement, on n'aura pas les suites, alors que c'était très clairement pour moi les meilleurs, parce qu'il y a plusieurs personnages, les meilleurs points de départ possibles pour les personnages en question. Parce que là, pour le coup, on faisait vraiment table rase de tout le reste, pas de continuité et surtout pas de putain de crossover. Je pense que c'est vraiment un des ingrédients de la saga Terre 1 qui est à l'origine de la qualité de la saga, quoi. C'est le fait qu'il n'y ait pas de crossover de prévu et qu'on soit pas obligé de faire se rencontrer les personnages. Non, pas de ça chez nous. Merci Geoff Johns et merci Gary Frank pour ce grand moment. Franchement, je pense que c'est un comics qui restera dans les annales pour le coup. Je sais pas si ça se hissera à la hauteur dans le temps d'un Batman Year One ou d'un Dark Knight Returns ou même d'un Long Halloween, tu vois, qui sont vraiment des récits phares sur Batman. Mais en tout cas, pour moi, on n'est pas loin. Vraiment, pour moi, on n'est pas loin. Et ça, je peux conseiller, mais aveuglément, à n'importe quel nouveau lecteur de se procurer les 3 tomes parce que, bah voilà, 160 pages, ça doit coûter quoi? Même pas 20 balles. Tu vois, c'est entre 15 et 20 balles le tome. Donc là, pour aller 50 balles, tu as une des meilleures histoires Batman avec une des meilleures représentations du Batverse qui plus est. Voilà. Tout est dit. Allez, ciao les zingues. Meow.